Bonjour à tous. Alors l'objectif de la présentation justement, ça va être de vous présenter à la fois qu'est-ce que l'intelligence artificielle et les grands enjeux, qui l'entourent, à la fois pour vos organismes et les enjeux globaux que présente cette nouvelle technologie, de manière générale. Donc pour commencer, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Eh bien, généralement, dans la culture populaire, souvent on s'imagine ce qui suit. On s'imagine une forme d'intelligence, qui va être fabriquée de toutes pièces et qui permet de créer une sorte de machine, une sorte de robot, logiciel ou tout autre appareil qui va réfléchir comme un humain. Donc bien sûr, ça reste de l'ordre de l'imaginaire collectif et la réalité, elle est tout autre. Puisque l'IA, je vais vous proposer de l'aborder sous 2 définitions. La première scène de Yann Lequin, qui est un chercheur français, émérite en intelligence artificielle et vision artificielle, qui lui justement définit l'IA comme un ensemble de techniques qui vont permettre à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains ou à certains animaux. Donc on va avoir différents types de tâches, comme par exemple la résolution de problèmes, la reconnaissance de la parole, du langage, la prise de décision, l'apprentissage, mais encore, bien d'autres tâches et usages possibles. On a également la définition de la CNIL, qui donc nous définit l'IA comme un procédé logique et automatisé, reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. Donc là, effectivement, on est sur une première définition bien plus globale et une seconde peut-être plus technique justement, qui a trait davantage à l'IA que l'on utilise, au quotidien et c'est ce qu'on va tenter, de développer aujourd'hui. Donc, il est important aussi de rappeler que l'IA peut donc avoir des usages qui sont très variés dans nos sociétés. On peut l'appliquer à des domaines qui sont très différents, allant du recrutement à la sécurité, en passant notamment par, l'automobile, l'éducation ou encore même la justice. Donc l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Axel Sipel qui est également un ingénieur en intelligence artificielle, relativement connu. L'objectif de cette slide justement, ça va être d'essayer de vous expliquer comment on crée de l'IA, comment est-ce qu'on fait? Donc on est sur un domaine qui va mêler des mathématiques appliquées, donc de la proba, des statistiques, de l'algorithmique et de l'informatique. Donc on est sur une discipline connue. L'objectif, ça va être de vous montrer justement qu'on n'est pas sur une boîte noire et qu'on a une vraie technologie derrière. Donc l'IA, comment est-ce qu'on en crée? Eh bien, ce sont des outils de modélisation en fait, qui vont être entraînés grâce à des algorithmes et ensuite on le verra, beaucoup de données à produire ce qu'on appelle, des sortes d'équations qui vont modéliser un phénomène, donc la tâche que l'on cherche finalement à effectuer et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un modèle. Puisque nos familles de modélisation, donc les réseaux de neurones dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ou tout autre outil comme, le support vecteur machine, mais là on rentre un petit peu plus dans le technique et les algorithmes vont encoder ce qu'on appelle une méthode de traitement de données et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir le modèle. Le modèle, si vous voulez, c'est un petit peu le cœur du système puisque c'est ce qui va ensuite fonctionner. C'est un code informatique qui va ensuite permettre d'utiliser le système avec des données en apprentissage. Donc là, ça signifie qu'on va utiliser les données justement pour créer et entraîner le modèle. Et ensuite, si cette phase a bien fonctionné, en run ou inférence, où là justement on va utiliser le modèle, pour justement, le faire fonctionner, l'utiliser de manière efficiente et ensuite éventuellement le faire réapprendre avec de nouveaux jeux de données pour de nouveaux objectifs ou pour enrichir justement la base de données existante. Donc finalement, on a beaucoup de termes, différents, notamment le machine learning et le deep learning dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui se recoupent et on a un petit peu du mal à y voir clair finalement. Qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Donc finalement, pour essayer de comprendre l'IA, on peut utiliser, la théorie des poupées russes, qui elle aussi, vient d'Axel Sipel ou la théorie des couches, d'oignons et imaginer en fait l'IA comme des couches de savoir. Ça signifie en fait qu'on part de la première couche, la grande couche, qui est l'informatique et les sciences de l'ingénieur, donc la discipline d'origine, dans laquelle on va retrouver l'intelligence artificielle. Donc là, on est effectivement à un croisement entre des mathématiques, de l'informatique et à l'intérieur de ça, on va ensuite retrouver ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning, entre autres. Le machine learning, en fait, si vous voulez, c'est de l'apprentissage automatique. C'est donc, via algorithmique, on apprend à effectuer une tâche en autonomie. Le système apprend en autonomie et dans ce cadre-là, on a différentes formes d'apprentissage, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui sont justement l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement.
Donc la différence majeure entre ces apprentissages, elle est assez simple, c'est que sur le supervisé, comme son nom l'indique, on va avoir une supervision du fonctionnement du système. Donc en fait, on va avoir des données qui sont ce qu'on appelle étiquetées. Et pour chaque donnée d'entrée dans le système étiqueté, on a une donnée de sortie qui va correspondre à un résultat. Et petit à petit, la marge d'erreur va se réduire dans le système. Pour ce qui est de l'apprentissage non supervisé, maintenant, on est en fait sur des données non étiquetées, à l'inverse de l'apprentissage supervisé, où là, justement, on a un système qui va devoir apprendre seul. C'est comme si, en fait, votre système, il avait un puzzle à faire et qu'il n'y avait pas le modèle. Et enfin, on a l'apprentissage par renforcement, où là, on est sur un système justement qui prend des décisions dans son environnement et on va se baser justement sur ce qu'on appelle un système de récompense-punition. Et le système, il souhaite maximiser ses récompenses et avoir la réponse qui est attendue pour fonctionner. Voilà. Et donc enfin le deep learning, là on est effectivement sur un dérivé, une sous-famille, de machine learning, qui correspond en fait à de l'apprentissage profond qui se base sur des réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones, ce sont des outils de modélisation qu'on a vus juste avant, et qui permettent, en fait, de limiter, l'intervention humaine dans le cadre, de ce fonctionnement en apprentissage profond. Donc maintenant, on va essayer, du moins on va tenter effectivement de classifier l'IA. Il est difficile aujourd'hui de classifier l'IA puisqu'on a plusieurs approches et que c'est un domaine très vaste, avec, voilà, du théorique et du pratique qui s'entremêlent. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir à la fois comment est-ce qu'on décrit l'IA d'un point de vue théorique et un petit peu justement, la description et l'arborescence que vous voyez à droite où on est plus sur une approche un peu plus technique. Donc l'approche théorique, on va avoir 3 grandes familles d'IA, qui sont décrites, par les spécialistes. On a l'IA étroite ou faible, l'IA générale ou dite forte et la super IA. Donc l'intelligence artificielle étroite, là on va être en fait sur des systèmes qui vont posséder, des gammes, si vous voulez, assez étroites de capacités, qui vont effectuer donc une tâche précise, mais qui vont vraiment être exclusivement dédiées à cette tâche ou à cet objectif précis. Pour ce qui est de l'IA générale ou l'IA forte, là, on est sur, on serait, puisque ça reste de l'hypothétique pour les deux prochaines types d'IA, qui seraient à la hauteur des capacités humaines. Et enfin, on a ce qu'on appelle la super intelligence artificielle, où là, justement, les capacités seraient supérieures. Les capacités de la machine, ou du moins du système, seraient supérieures à celles de l'homme. Donc bien entendu, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'IA faible. L'IA générale et la super IA, donc l'IA forte et super IA, relèvent davantage du fantasme, si je peux dire. Et on est vraiment sur un fonctionnement en IA faible, avec des tâches cognitives prédéfinies, un objectif précis. Et c'est ce qu'on voit justement avec l'approche par les usages et les techniques un petit peu que je vous présente juste à droite, où là justement on a un ensemble d'éléments qu'il ne faut pas décorréler, de thématiques via lesquelles en fait on peut à la fois créer des systèmes d'IA et les objectifs justement de la création de ces systèmes, la finalité d'usage. Donc on peut voir par exemple la robotique, qui est un pan assez important avec l'IA, il se recoupe beaucoup. Mais on voit aussi par exemple la vision par ordinateur notamment, où là on est sur de la haute compréhension acquérie par les systèmes justement pour traiter des images et des vidéos. Mais ce ne sont pas des éléments qu'il faut décorréler, par exemple, du machine learning que vous voyez ici, puisque le machine learning, certes, est une manière de développer de l'IA, mais c'est une manière qui n'est pas décorrélée nécessairement, par exemple, de la robotique ou du traitement du langage naturel, ou encore de tout ce qui va toucher à l'analytique et à la vision. C'est important de le rappeler. Donc l'IA générative. Qu'est-ce que l'IA générative? On va rapidement revenir sur cette notion qui est maintenant, je pense, à la fois sur toutes les lèvres et au centre de l'attention médiatique. C'est important d'y consacrer une slide parce qu'on est sur l'une des formes que peut prendre l'IA, qui est peut-être l'une des plus répandues et actuellement la plus populaire. Donc l'objectif premier d'une IA générative, c'est, comme son nom l'indique, de générer du contenu. Ça peut être tout type de contenu, de l'image à la vidéo, en passant par le texte et bien sûr la musique. Mais ça ne se limite pas à ça. On est justement sur un système qui repose sur une technique de machine learning assez spécifique, qui sont des modèles de langage profond,
également des réseaux de neurones que l'on appelle LLM. Et à travers ce fonctionnement et ce système, on peut justement parvenir à générer du contenu à partir d'inputs d'entrée qui peuvent être différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple du texte qui doit nous générer une image qui va nous permettre de générer du texte, et bien d'autres applications encore. Et du texte à texte, comme c'est le cas notamment pour ChatGPT, et Quillbot, qui est également un outil qui permet de reformuler des paragraphes ou des documents entiers. Donc sur cette slide, j'ai également pris le temps de mettre l'ensemble des 50 IA génératives disponibles sur le web les plus utilisées. Et elles sont classées en fait par visite mensuelle. Et on peut voir qu'aujourd'hui, on a plus de 50 IA différentes qui sont quand même relativement connues et utilisées de manière générale dans nos sociétés. Et c'est assez impressionnant à voir puisque je pense que même si vous jetez un coup d'œil rapide à tout ce qui est énoncé ici, il y a peut-être des outils que vous utilisez déjà, peut-être sans savoir que c'est de l'IA, ou peut-être même que vous en avez connaissance par vos proches ou par votre entourage. Donc finalement, en bref, l'IA, qu'est-ce que c'est? Ça permet de modéliser des phénomènes complexes, donc c'est un algorithme complexe, ni plus ni moins, très développé, mais ça reste un algorithme. Ce sont des règles que va apprendre le système par instruction et beaucoup de données. Il peut s'agir d'un produit fini, donc d'un produit dans son entièreté, ou alors d'un composant. Par exemple, on peut penser à des composants de sécurité pour certains dispositifs médicaux. Donc c'est important aussi de bien comprendre qu'on est sur un système qui est explicable et on n'est pas sur une boîte noire, comme je disais tout à l'heure, un système où finalement on est incapable de savoir d'où ça vient et comprendre ce que c'est. Non, il y a effectivement une vraie logique derrière, mathématiques, informatique, avec justement différents rôles, data scientist, ingénieurs, développeurs, qui travaillent à la création de ces systèmes, du modèle, de la classification des données et du fonctionnement ensuite du système. Donc maintenant, rapidement, quelques cas d'usage. On s'est prêté en fait à l'exercice de tenter de classifier un petit peu par secteur les grands usages qui sont déjà faits de l'intelligence artificielle ou qui sont en développement dans ce cadre. Donc pour ce qui est par exemple des collectivités, on aurait notamment l'authentification de pièces justificatives, la vidéoprotection, où là, justement, de plus en plus de logiciels de VMS évoluent et les nouvelles versions intègrent de l'intelligence artificielle pour la détection de situations, d'objets ou d'objets, comment ça s'appelle? Les objets. Voilà, exactement, merci. Les objets dangereux ou les situations gênantes. Et on a aussi la question justement de la gestion de crise qui a déjà un impact assez important sur de nombreuses collectivités, sur notamment par exemple la gestion des zones inondables ou des potentiels feux de forêt ou incendies de champs, etc. Pour ce qui est des entreprises, on a décidé d'en citer que 3, mais on a des usages, on a pléthore d'usages. Je pense qu'on ne pourrait même pas les compter à l'heure actuelle. On a notamment tout ce qui va toucher à la partie RH avec l'assistance au suivi, éventuellement aussi la génération d'offres de recrutement, etc. Et on a aussi ce qu'on appelle le contrôle de conformité légale, l'analyse de contrats, etc. Mais aussi, et ce n'est pas négligeable, la rédaction justement de clauses contractuelles ou même éventuellement de cahiers des charges selon les besoins, de contrats, etc. Pour ce qui est du médical, on a trois grands usages aujourd'hui qui sont à la fois la prévention épidémique, comment prévenir les grandes vagues épidémiques, l'aide à la décision médicale, donc aider le médecin justement à s'appuyer sur une décision d'IA avec de la donnée précédente pour savoir comment poser un diagnostic ou éventuellement choisir la posologie d'un traitement. Et on a aussi ce qu'on appelle la médecine prédictive, où là on est plus justement dans le fait de pouvoir anticiper sur des patients donnés d'éventuelles pathologies génétiques ou d'autres types de pathologies qui pourraient découler de leur mode de vie ou de leur héritage génétique. Et enfin, dans tout ce qui touche éventuellement à l'immobilier ou justement aux bailleurs, on aurait tout ce qui touche à la maintenance prédictive du parc immobilier, mais aussi des outils de gestion de la cotation des demandes de logement, mais aussi tout ce qui touche à la classification des documents. Donc finalement, on a aussi des usages qui vont être plus globaux et que j'ai tenu à mentionner ici parce qu'ils sont non négligeables. C'est notamment la gestion documentaire, où là vraiment l'IA va pouvoir aider à organiser, trier, classifier les documents et les trier également. Et l'analyse et la classification et résumé de contenu, qui peut être aussi importante et qui peut être à la fois un gain de temps et d'efficacité pour les organismes.
Et enfin, on a aussi les chatbots et voicebots où là, justement, on peut être sur de l'accompagnement, notamment à disposition sur des sites web ou des logiciels, où là, on pourrait effectivement, penser à de l'aide, éventuellement aux patients, aux usagers, clients ou tout autre profil, en fait, finalement, avec lequel vous pourriez être amené à interagir. Donc maintenant, qu'on a vu un petit peu plus ce qu'était l'IA, je vous propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans les enjeux, justement, qui entourent, l'intelligence artificielle. Donc dans un premier temps, les enjeux globaux. On va commencer avec 3 grands enjeux. Tout d'abord, les enjeux économiques, puisqu'effectivement, on estime que l'IA va permettre une maximisation, pardon, des performances et aussi des profits, pour les entreprises privées, mais éventuellement aussi pour d'autres types d'organismes. Mais on a une vraie problématique et c'est sans doute l'un des sujets les plus critiqués et qui fait le plus peur à l'heure actuelle, c'est justement la question de l'éventuelle perte d'emploi, que pourrait générer l'intelligence artificielle. Alors, hypothétiquement, parce que ça reste des chiffres et les chiffres, sont pris en amont finalement du vrai déploiement de toute la technique. On estime que l'IA remplacera environ 85 millions d'emplois d'ici 2025. Mais, parce qu'il y a un mais, très important, elle en créerait potentiellement 12 millions de plus qu'elle n'en remplace. Donc finalement, on a quand même un petit peu ces éléments à mettre en balance. Certes, certains emplois vont être amenés à disparaître, mais d'autres aussi vont être amenés à remplacer ces emplois et de nouveaux emplois vont même apparaître dans ce cadre-là. On a également les aspects et les enjeux sociaux, où là, on a ce qu'on appelle, une optimisation des process, donc l'amélioration finalement, du travail des équipes. Ça peut notamment passer par exemple par, la classification, le tri des documents, le résumé et l'analyse de contenu et aussi une réduction importante de la pénibilité pour des tâches très physiques ou complexes. Mais là aussi, un petit bémol qui est la problématique des biais et des discriminations. Puisque par exemple, comme vous le voyez ici, j'ai cité un exemple, très connu que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà, qui est l'affaire Compass aux États-Unis. C'est donc un système d'IA prédictive appliqué à la justice qui permettait à des juges de rendre en fait des jugements et de s'appuyer le retour de l'IA pour, décider de la condamnation. Le problème étant que les données étant biaisées par essence, puisqu'on est sur un pays qui condamne beaucoup plus d'Afro-Américains, que de personnes, caucasiennes, on s'est retrouvé avec des juges qui, suite à la décision ou du moins à la réflexion faite par l'IA, a condamné davantage des personnes afro-américaines que des personnes caucasiennes pour des délits, similaires. Donc on a un vrai impact finalement de ces technologies, sur finalement, les personnes et c'est effectivement important en amont, effectivement de prendre en compte ces biais et aussi de s'assurer finalement que notre décision est bien éclairée, là par exemple en tant que juge et qu'on n'est pas, sur un système purement discriminant pour des populations et notamment des populations vulnérables. Et finalement, l'environnement, les enjeux environnementaux. Donc là, on est sur une technologie énergivore, je pense que je ne l'apprends à personne. Les data centers coûtent très cher en eau et en électricité et comme vous le voyez juste ici, il est estimé que les data centers justement doubleraient leur consommation électrique d'ici 2026 et 2026 n'est pas si loin que ça, ce n'est que dans 2 ans. Maintenant, on estime qu'on pourrait éventuellement, grâce à l'IA, réduire les émissions de gaz à effet de serre, potentiellement de 16. Maintenant, à nouveau, comme le premier chiffre que j'ai évoqué, sur les enjeux économiques, on reste sur de l'hypothétique et on n'a aucune réelle, garantie, sur ces questions. Maintenant, une petite question, rapide pour vous, qui m'écoutez maintenant, patiemment depuis quelques minutes. Utilisez-vous déjà des systèmes d'IA dans votre activité professionnelle? Alors La proportion, elle est à peu près de 70-30. 70 d'entre vous, visiblement, sont utilisateurs, de systèmes d'IA dans le cadre de votre activité professionnelle, donc c'est pas une grande surprise. ça correspond assez aux chiffres que je vais vous présenter juste maintenant. Puisqu'on va parler un petit peu de statistiques sur, l'utilisation donc en forte croissance en entreprise. Donc j'ai volontairement rajouté un petit encart sur le monde pour comparer justement à l'échelle de la France, donc 4 grands chiffres. Tout d'abord, on estime que 90 pardon, des personnes, connaissent l'IA générative. 58 des personnes interrogées seraient également favorables à son usage en entreprise, ce qui est quand même plus de la moitié.
Chiffre intéressant également, il faut savoir qu'en France, on est le 3e pays utilisateur de ChatGPT dans le monde, et ce, juste derrière l'Inde et les États-Unis. Donc on est déjà quand même, sur des chiffres, assez importants, du point de vue de l'IA. Et enfin, le chiffre, qui à mon sens est le plus important, c'est que 70 des salariés qui utilisent l'IA aujourd'hui le font sans l'accord ou l'aval, de leur direction. Alors, pas de panique, à titre d'exemple, on a récemment, mené une petite enquête, statistique au sein des CRC pour savoir qui utilisait, de l'IA, et on s'est aperçu qu'en fait, plus de la moitié, des salariés utilisaient effectivement, de l'IA et du moins de l'IA générative, sans forcément, d'encadrement particulier, et on a donc mis en place, des différents systèmes d'encadrement sur lesquels je reviendrai un petit peu après. Dans le monde maintenant, on estime justement que 70 des salariés sont favorables à l'usage de l'IA générative, hein, en entreprise, ce qui n'est pas non plus négligeable et ce qui est même plus important finalement que ce qu'on voit en France. Donc finalement, tous ces éléments, ça va amener pas mal de questions sur les enjeux pour les entreprises. Comment est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'on l'encadre? Et ce qui va nous amener une deuxième petite question, et après je vous promets que je vous laisse tranquille. Si vous utilisez justement des systèmes d'IA dans votre entreprise, est-ce que l'utilisation est encadrée? Confirme un peu la tendance et ça fait le lien avec ce que disait Constance, puisqu'on a pu mener effectivement cette même étude en interne qui nous a mené à adapter, à encadrer l'utilisation. Mais effectivement, d'après les réponses, à peu près 85% d'entre vous qui sont utilisateurs d'IA dans le cadre de leur activité professionnelle n'ont pas d'encadrement du moins officiel. C'est ce que montrent les chiffres, avec déjà une quarantaine de réponses de votre part. Donc, encore une fois, la tendance est confirmée. Confirmé, oui, c'est ce que j'allais dire. Parfait. Donc maintenant, effectivement, on va aborder les enjeux pour les entreprises. Donc d'un point de vue sécurité d'abord, on a 2 éléments à vraiment prendre en compte. C'est à la fois la sécurité des données et la sécurité du système d'information dans son ensemble. Puisque les données finalement, on doit s'assurer de nombreuses choses. Les données, ce sont finalement, un petit peu, l'or du 21e siècle, en particulier pour les entreprises, puisque outre les données à caractère personnel, on a également des données métiers et des données qui peuvent être effectivement confidentielles ou vraiment internes à l'entreprise et qui ne doivent pas effectivement en sortir. Donc on a la question justement de la confidentialité des données, comment se l'assurer? Quelle réutilisation est faite des données que l'on va notamment utiliser dans le cadre, par exemple, d'IA générative? Et également, la question de la perte des données. Comment est-ce qu'on se prémunit contre des incidents qui pourraient conduire à ce que mes données disparaissent ou soient tout simplement, mises hors de service? Et on a également la question de la sécurité du SI, où là justement, on va être sur des questions d'hébergement. Comment est-ce que j'héberge ma solution? Comment est-ce que j'héberge éventuellement le modèle? C'est notamment une question que s'est posée ChatGPT, puisque c'est une demande, que OpenAI a eue des entreprises qui souhaitaient héberger on-premise le modèle et l'entièreté de la solution de ChatGPT, qui est donc ChatGPT Entreprise, afin d'éviter justement que les salariés l'utilisent en dehors du cadre de l'entreprise et éventuellement ne l'utilisent pas de manière correcte ou conforme, on va dire, et éventuellement y intègrent des données propres à la société pour générer du résultat. On a également la question de la compromission du modèle. Comment est-ce que je me prémunis, moi, en tant qu'entreprise, si j'utilise des systèmes d'IA, pour justement éviter qu'un attaquant puisse insérer n'importe quel type d'attaque ou de système défaillant dans mon SI? Comprendre les avantages et les risques et aussi finalement les craintes de ses collaborateurs. Il faut être dans une démarche justement transparente, ce qui correspond finalement aussi au principe d'éthique énoncé juste avant. On doit pouvoir être complètement dans un état que j'appellerais de connaissance maximale. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais tout, mais il faut être capable de comprendre quelle est l'utilité de ce système, pourquoi on le déploie, quels sont donc les avantages finalement pour l'entreprise ou la société, et quels sont les risques. Quels sont les risques à la fois pour les personnes et les risques de sécurité, mais ça, on y reviendra également juste après. Et donc les craintes des collaborateurs, on peut également considérer qu'on est dans cette démarche de prise en compte lorsqu'on sensibilise son personnel à justement ce qu'est l'IA et à quoi ça sert. Donc c'est justement complètement lié à ce que je dis maintenant, à savoir anticiper. Anticiper les risques, comme je l'ai dit juste avant, de sécurité pour les personnes, mener les analyses de risques éventuellement nécessaires et comprendre comment on va le déployer et l'utiliser. Sensibiliser les salariés. Pourquoi est-ce que je le mets aussi dans anticiper? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui doit intervenir le plus en amont
possible finalement de l'utilisation ou du déploiement. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est aussi important de le faire au fur et à mesure que vous déployez ou même post-déploiement si c'est déjà utilisé ou déployé au sein de vos organismes pour être sûr justement qu'on ait un niveau de compréhension qui soit le plus important et le plus significatif possible. Et enfin, il y a aussi des questions d'organisation interne. Revoir finalement les fonctions internes. Est-ce qu'on a besoin de référents? Qui va être en charge du pilotage du projet? Qui va finalement animer la conformité, l'accès à l'information, etc. en interne? Et donc finalement, on a encadré d'un point de vue plutôt juridique et ça va prendre justement 2 formes, puisqu'il va y avoir justement toute la partie conformité réglementaire. Quels textes vont s'appliquer à moi? Qui reprend un petit peu finalement ce que j'ai énoncé et ce que j'ai expliqué précédemment sur la slide, précédente. Et on a également, la question de l'encadrement général, je dirais, de l'usage de ces outils au sein d'un organisme, d'une entreprise. Là, on va justement chercher à, comment dirais-je? Intégrer l'IA à la documentation existante et aux politiques internes, notamment, par le biais de chartes dédiées ou de politiques dédiées, mais aussi en modifiant notamment, la charte informatique interne pour encadrer l'utilisation de l'IA, éventuellement la politique de protection des données selon l'usage qui en est fait, le règlement intérieur ou toute autre documentation pertinente pour justement poser un cadre d'utilisation et encadrer son utilisation au sein de l'organisme. Et donc finalement, on a à nouveau ces questions d'éthique qui viennent en fait s'entremêler aux questions d'encadrement juridique et qu'il est aussi important de prendre en compte, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc maintenant, l'encadrement réglementaire et législatif. Donc là, on va essayer d'exposer un petit peu les grands éléments de l'IA Act en faisant un petit rappel également sur l'encadrement juridique existant. Donc l'encadrement juridique existant. Donc bien entendu, on ne pouvait pas à nouveau passer cette slide justement sans mentionner le RGPD, puisqu'à partir du moment où, dans l'éventualité où vous traiteriez de données à caractère personnel, vous êtes soumis au RGPD au sein de l'Union européenne. On a également donc les régulations sectorielles dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment les dispositifs médicaux, etc., qui doivent être respectés et auxquels finalement le système d'IA, s'il est utilisé dans le cadre de produits ou de composantes de sécurité, va se retrouver finalement compris dans ce cadre régulatoire. Et enfin, c'était important pour moi de rappeler qu'on a aussi le droit général de l'UE avec tous les principes fondamentaux qui s'appliquent et le droit national, bien entendu, à respecter. Donc il y a aussi cette espèce de, j'aime pas utiliser ce terme, mais peut-être de benchmark à faire sur quels sont les textes les plus complets et ceux que je dois en priorité appliquer à mon système, et notamment l'IA Act, les éventuelles régulations sectorielles qui peuvent avoir un réel impact, et le RGPD, et justement faire un tri des régulations, voir un petit peu quelles sont les mesures qui s'appliquent, lesquelles se recoupent, puisque parfois dans le droit national, on a des mesures qui vont se recouper avec des mesures européennes, et comment est-ce que je fais au mieux pour prioriser et appliquer ces dispositions réglementaires et législatives. Et donc enfin, pour conclure sur cette partie générale d'encadrement juridique, j'ai ajouté ici donc 2 législations qui me semble importante de mentionner pour montrer qu'effectivement, hors de l'Union européenne et dans le monde, il se passe également des choses, puisqu'en Chine notamment, on a une réglementation spécifique à l'IA générative, au système d'IA générative, et on a également aux États-Unis de plus en plus de textes, et là notamment c'est un blueprint, donc c'est un document préalable, dans le cadre desquels justement les États-Unis vont chercher à vraiment encadrer l'utilisation et le déploiement de systèmes, et être un petit peu leader finalement du marché. Donc on voit effectivement que même dans le monde et hors de l'Union européenne, il se passe des choses également. Les sociétés bougent, les gouvernements bougent, et donc outre l'IA Act sur lequel on va un petit peu plus s'attarder maintenant, on a d'autres régulations qui vont pouvoir aussi être amenées à se développer et à s'appliquer. Donc l'IA Act, c'est effectivement le texte adopté récemment par l'Union européenne. On est sur une régulation de la mise sur le marché et de l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. Donc le choix qui a été fait par la Commission au moment de la proposition de son texte, ça a été effectivement de proposer une régulation par les risques. Donc dans ce cadre-là, on a 4 types de risques, de systèmes à risque inacceptable, au risque
risque faible et risque minimal, dans le cadre desquels on va avoir des obligations différentes et différentes typologies de systèmes. Donc pour commencer, on va partir du niveau le plus élevé de gravité pour finir vers le niveau le moins important. Donc les systèmes d'IA à haut risque, là on va être sur des systèmes, pardon, risque inacceptable, excusez-moi. Là on va être justement sur 3 grands types de systèmes, que sont notamment les systèmes de manipulation et d'exploitation des vulnérabilités, tout ce qui va toucher également au social scoring, donc à la notation sociale. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, mais ça a été déployé notamment, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans en Chine, notamment dans le cadre des infractions qui ont lieu sur la voie publique. Par exemple, ne pas respecter un feu rouge vous fait perdre des points sociaux et à terme, la perte trop importante de points sociaux, elle peut notamment vous conduire à vous voir retirer votre passeport ou éventuellement ne pas avoir un prêt pour votre maison, etc. Non, non, ce n'est pas une simulation, ça s'est bien passé en Chine et ça se passe toujours d'ailleurs actuellement. Donc, on a également les systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel. Pourquoi est-ce qu'on insiste vraiment sur ça? C'est parce qu'on a d'autres systèmes d'identification biométrique qui, eux, quand ils servent exclusivement à reconnaître une personne physique et s'assurer qu'il s'agit bien de cette personne, ils vont rentrer dans les risques faibles. Et donc, on aura des obligations de transparence particulières. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu après pour ne pas vous perdre. Donc, on a également les systèmes à haut risque, où là, on est sur des obligations renforcées. Il y a 2 possibilités pour être classé en haut risque. Soit on est sur une composante de sécurité d'un produit qui va être couvert par des actes européens qui sont listés dans le texte et qui sont soumis à une évaluation de conformité. Par exemple, c'est le cas de la directive équipement sous pression, le règlement 2017 sur les dispositifs médicaux. Il me semble que j'avais peut-être parlé précédemment du règlement 2013 sur la surveillance du marché des véhicules. Et donc, si effectivement votre système, c'est un composant de sécurité d'un produit ou un produit couvert par un de ces actes et qu'il est également soumis à un processus de certification, il va rentrer dans le cadre des hauts risques. De même, on a également l'annexe 3 du règlement qui va lister des domaines et des typologies de systèmes, où là, on va avoir différents domaines concernés, notamment la justice, l'éducation, beaucoup de systèmes qui vont être liés à la formation, la gestion des personnels, et on a aussi une catégorie sur justement l'accès et les droits aux services privés essentiels et aux services publics, et donc également prestations sociales essentielles. Donc ce sont des domaines qu'on va considérer plus fragiles, plus problématiques que les autres dans le cadre desquels on va utiliser de l'IA. Et là, on va avoir des obligations renforcées de transparence, de fourniture de documentation technique, analytique. Et on va également avoir des mesures de mitigation et d'analyse des risques qui vont être très poussées. On a ensuite les risques faibles, où là, effectivement, ça va être des systèmes considérés comme plus light. On va avoir les chatbots notamment, la manipulation de contenu multimédia, donc par exemple les deepfakes, vous savez, c'est ces systèmes justement avec lesquels on peut faire dire un peu n'importe quoi à n'importe qui en utilisant l'image d'une personne. Ça a notamment beaucoup circulé sur les réseaux sociaux dans le cadre des campagnes électorales à la fois européennes et puis les campagnes présidentielle d'il y a quelques années, où on avait déjà des deepfakes sur notamment les candidats Emmanuel Macron, Marine Le Pen, etc. Là, effectivement, c'est des obligations de transparence renforcées, c'est-à-dire que les personnes devront être en mesure de comprendre qu'elles interagissent avec un système et que ce n'est pas une personne physique derrière. Et enfin, pour tout ce qui est système à risque minimal, on va être sur tous les autres systèmes qui ne sont pas listés en inacceptable, haut risque et risque faible. Donc là, ça peut être par exemple les personnages non joueurs des jeux vidéo, les systèmes de tri des mails, etc. Tout autre système. Et donc là, on n'a pas d'obligation particulière, on est sur une application volontaire des principes. Mais quand bien même on n'est pas sur quelque chose de contraignant, on a quand même une volonté du législateur dans le texte d'encourager justement les personnes à mettre en place ces mesures-là, par notamment le biais de codes de conduite. En bref, sur l'IA Act, c'est notamment quels sont les acteurs, les sanctions, l'autorité de contrôle pressentie et les délais d'application. Donc là, effectivement, les acteurs, on est sur 5 grandes typologies d'acteurs qui n'auront pas forcément les mêmes responsabilités, en particulier du point de vue des systèmes d'IA au risque. Les fournisseurs, eux, vont développer des systèmes et les déployeurs, ex-utilisateurs, pour ceux qui peut-être auraient consulté la proposition, eux, ce sont les utilisateurs du système, sous leur autorité. Et on a également 3 autres catégories que sont les mandataires, distributeurs et importateurs, où là, justement, on va être davantage sur des responsabilités un peu différentes de celles du déployeur et du fournisseur.
Pour ce qui est des sanctions maintenant, on a donc 3 types de sanctions. On a des sanctions qui vont porter sur les SIA interdits, celles pour les SIA à haut risque et celles pour les SIA à risque faible. Donc ça peut aller de 30 millions d'euros au maximum en amende pécuniaire à 10 millions. Et pour ce qui est justement ou potentiellement de 6% du chiffre d'affaires à 2%. À titre indicatif, les sanctions RGPD, on peut aller jusqu'à, il me semble, 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc on est quand même sur une décision qui est du législateur, qui est justement d'aller au-delà de ça pour les systèmes extrêmement considérés comme dangereux avec des risques importants et de mitiger un petit peu plus pour les systèmes à risque faible. Mais ça reste quand même des sanctions pécuniaires relativement importantes selon la taille des organismes touchés. Pour ce qui est de l'autorité de contrôle, maintenant, on a justement les États membres qui disposent actuellement d'un délai imparti pour définir l'autorité nationale qui sera en charge justement de la mise en œuvre des mesures et de la supervision des mesures. Et donc, dans ce cadre, on a plusieurs autorités pressenties qui parfois tentent un petit peu de toquer à la porte et de dire je suis là, j'aimerais participer à la régulation. On a notamment la CNIL, l'autorité de la concurrence, ou peut-être même à un moment on parlait de la DGCCRF. Maintenant, c'est une affaire qui reste à suivre puisqu'on n'a pas encore de communication officielle sur le sujet et on n'a pas de garantie sur l'autorité de contrôle. Ça devrait être annoncé prochainement, mais ça n'est pas encore complètement arrêté. Pour ce qui est maintenant des délais d'application, les délais d'application après entrée en vigueur, on est sur 26 mois, donc vraisemblablement juin 2026. En revanche, pour ce qui est des SIA interdits, on est sur 6 mois après l'entrée en vigueur. Et pour les SIA à haut risque, pour certains SIA à haut risque, pardon, on a la durée qui a été réduite à 12 mois. Donc on a quand même encore un petit peu de temps pour commencer à prendre en compte les enjeux, mais c'est important de s'y mettre le plus tôt possible, justement pour pouvoir être conforme et vraiment prendre en compte tous les éléments que va apporter ce nouveau texte et qui sont d'ailleurs pour les SIA à haut risque assez riches. Et en bref, sur l'IA Act, c'est notamment quels sont les actes. Donc finalement, voici les grandes catégories d'adaptation nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins finalement que va poser l'IA et essayer finalement d'assurer un encadrement effectif en entreprise. Donc, ce à quoi on a réfléchi, effectivement, ce sont 3 grands types d'adaptations nécessaires. On a, encore une fois, et je l'avais dit que ça pouvait être un peu redondant, la sensibilisation et l'acculturation, où là, justement, on a différents thèmes ciblés qui doivent être pris en compte. La notion d'IA, qu'est-ce que c'est pour justement acculturer les collaborateurs, comment est-ce qu'on utilise ce système raisonnablement, qu'est-ce qu'on met en place. Je n'utilise pas de données métiers, je fais attention aux données à caractère personnel, je ne mets pas de données confidentielles non plus dans l'outil. Quels sont les risques et les enjeux associés? Ça peut prendre différents formats et il faut justement que ce soit à la portée du collaborateur. Ça peut être des supports visuels, papier ou numériques, des e-learning, des sessions de sensibilisation. Mais c'est extrêmement important de mettre ça en œuvre pour permettre à ces collaborateurs justement de comprendre ce que c'est et de comprendre comment l'utiliser. On a aussi pensé justement à des besoins assez globaux sur qu'est-ce que je dois faire en tant qu'entité. Déjà, évidemment, un état des lieux, cartographier les systèmes pour comprendre où est-ce qu'ils vont se positionner dans mon SI, combien de types différents d'outils sont utilisés, quels sont-ils, est-ce que j'ai un listing, est-ce que j'ai la maîtrise sur l'IA utilisée au sein de mon entité. Bien entendu, ça passera également par une adaptation de la documentation existante, ce que je disais tout à l'heure, justement, par exemple la charte informatique, la note interne d'utilisation à diffuser pour justement permettre aux collaborateurs de comprendre quelle est la politique de l'entreprise sur l'utilisation de ces systèmes, les questions de politique interne, mais aussi justement étudier finalement ses besoins. Comment est-ce qu'on va définir ce dont on a besoin? Est-ce qu'on sait comment on va utiliser ces systèmes? Et est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'exprimer son besoin? Et enfin, justement, il y a aussi toute la question de l'IA Act sur également faire un état des lieux des systèmes qu'on utilise ou que l'on pressent ou que l'on développe, les cartographier, être capable d'identifier notre rôle, à savoir est-ce que je suis fournisseur, est-ce que je suis déployeur, est-ce qu'éventuellement je suis peut-être importateur, comment ça va s'appliquer à moi, quel est le niveau de risque de mes systèmes, comment est-ce que je mets en œuvre tout ce qui va se passer dans le cadre de l'IA Act, est-ce que je mets en œuvre un plan d'action, est-ce que j'ai priorisé les actions, et enfin également mettre en œuvre tous les éléments qui vont avoir attrait à la mise en œuvre des obligations, donc la rédaction de documentation obligatoire, les analyses de risque et les déclarations de conformité.
Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir que vous preniez en compte et que vous arriviez à justement internaliser et commencer à mettre en œuvre au sein de vos entités. Parce que ça va avoir un impact, même si vous n'êtes pas nécessairement soumis à l'IACT per se, il est possible justement que vous ayez le besoin d'encadrer l'usage et le déploiement de certaines solutions au sein de vos entités. Et c'est extrêmement important de le prendre en compte en amont parce qu'on a de vrais enjeux de sécurité et de prise en compte des risques derrière pour l'ensemble de vos entités et de vos organismes. Donc j'arrive au bout de cette présentation. C'est moi qui vais avoir la tâche de clôturer cette présentation faite par Constance et de faire intervenant pour SRC Solutions sur la partie commerciale et marketing. Donc déjà, merci à Constance pour cette présentation. Merci à FFSCN de nous avoir donné la parole sur ce sujet d'actualité qui vraiment est important et on le voit de par votre participation. Vous êtes nombreux aujourd'hui parmi nous et merci à vous. Donc, comme le citait Constance, hein, ce sujet induit quand même des adaptations ou en tout cas une certaine prise en compte de ces enjeux. Et c'est ce que nous faisons pour les clients que nous accompagnons, donc en tant que cabinet de conseil dans différents secteurs. Donc voilà, aujourd'hui, on accompagne sur ces différents sujets-là via différents profils de consultants, comme Constance, du coup, qui intervient sur la partie IA, évidemment, vous l'aurez compris, et protection des données, donc sur la partie RGPD. Alexandre également, qui est là parmi nous et qui apportera son expertise sur la partie cybersécurité, notamment pour répondre à vos différentes questions. Donc voilà, on vous a laissé ici nos coordonnées. N'hésitez pas pour tout sujet à nous contacter. Donc on a laissé ici les adresses de Constance et moi-même pour les différents sujets, soit plutôt techniques, soit autres. N'hésitez pas à revenir vers nous et on se fera un plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets. Sur ce sujet d'actualité qui vraiment est important et on le voit de par votre participation. Merci encore une fois pour votre attention.